Je n'ose pas imaginer ce que vous traversez, a-t-elle dit une énième connaissance ayant appris la nouvelle concernant mon fils. Je suis vraiment désolée. C'est reparti, ai-je pensé, en plein rayon fruits et légumes. Je ne savais pas s'il fallait sourire ou pleurer. Cherchant un appui, ma main n'a trouvé qu'une racine de gingembre noueuse. Pas très réconfortant, mais rien ne l'aurait été. Je le savais bien maintenant. Je n'avais pas réussi à mettre le doigt sur la raison pour laquelle ce genre d'interaction, fréquente au cours des mois qui ont suivi l'annonce du diagnostic de notre fils, me blessait si profondément. Oui, il est toujours difficile pour les gens de savoir quoi dire, lorsqu'ils apprennent que votre enfant d'à peine 3 ans souffre d'une maladie qui va lentement et douloureusement lui ôter la vie. Mais il y avait quelque chose dans la phrase. Je n'ose pas imaginer, qui frappait particulièrement fort. Je voyais bien que cette autre mère d'élève se sentait triste et mal à l'aise, ne voulant pas présumer qu'elle comprenait ce que je traversais. Personne ne veut laisser entendre qu'il sait ce que l'on ressent quand on est enceinte de 9 mois de son troisième enfant, et qu'on s'entend dire que le deuxième est atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie mortelle qui, comme la SLA maladie de Charcot, ravage le corps jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun muscle. Mon mode opératoire, dans ce scénario, était de passer en mode rassurance. Ça va, on tient le coup. C'est la vie. N'importe quoi pour abréger la détresse de l'autre et mettre fin à notre rencontre afin de pouvoir retourner cocher les articles de ma liste de courses. Mais cette fois-ci fut différente. Comme si je regardais une représentation cinématographique de notre échange depuis les sièges d'un théâtre, j'ai soudain été capable de voir avec clarté pourquoi je me sentais si mal. J'entendais à peine ce qu'elle disait ensuite, car j'étais perdue dans ma propre épiphanie. Ce ne sont pas seulement des mots vides, ai-je pensé. Elle ne peut véritablement pas imaginer ma vie. Ce qui signifie que ma vie est si horrible et surnaturelle qu'elle ne peut pas exister au sein de son imagination. Ce lundi fatidique, des mois plus tôt, quand mon mari a reçu la nouvelle du diagnostic de notre fils, il m'a appelé au travail avec 3 mots simples. Viens à la maison, maintenant. Nous sommes restés assis sur le banc de notre Porsche pendant des heures, serrés l'un contre l'autre, pleurant et riant même parfois de l'absurdité du moment. À vrai dire, malgré les retards de développement de notre fils et nos inquiétudes persistantes, ce diagnostic n'avait pas non plus fait partie de notre imagination. Mais nous y étions, confrontés à la réalité que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Je luttais contre mon chagrin et ma colère, tout en essayant d'accueillir la joie de l'arrivée imminente d'un troisième enfant. Comment pouvais-je être à nouveau joyeuse, sachant que j'allais voir notre deuxième enfant souffrir et voir se désintégrer les rêves de la famille que nous avions imaginés? Alors j'ai fait ce que tous les humains sont biologiquement programmés pour faire, j'ai évité la douleur à tout prix. Je me suis plongée dans le travail, l'achat de vêtements de nouveau-né, les projets pour la maison. Tout ce que je pouvais trouver pour empêcher mon esprit d'être trop silencieux pour laisser entrer les pensées les plus vraies. J'ai fait ce que les humains font de mieux, se distraire et s'échapper. Mais, sans doute à la surprise de personne sauf la mienne, cela n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvée à me retirer davantage, ne voulant pas de contact avec mes amis et m'occupant de mes enfants de manière mécanique. Et de façon frustrante, les gens qui partaient d'une bonne intention, comme cette connaissance à l'épicerie, aggravaient encore la douleur. Chaque fois, je repartais avec un sentiment de vide et d'exclusion. Je supposais que c'était à cause de l'épuisement de feindre la politesse, d'accepter leurs vœux tout en essayant de les rassurer. Jusqu'à ce jour où j'ai eu cette révélation qui m'a frappé plus fort encore que la douleur intérieure. Si elle ne peut même pas imaginer ma peine, comment étais-je censée accepter qu'elle soit réelle? Ce n'était pas la seule condoléance bien intentionnée qui tombait à plat. Il y avait aussi le compliment détourné. Dieu ne donne ses épreuves cues, ou à ceux qui sont spirituellement forts, la positivité toxique. Au moins tes 2 autres enfants sont en bonne santé. Et, le pire de tout, l'évitement complet. J'avais de bons amis, et même des membres de ma famille qui m'ignoraient purement et simplement. Mais mes commentaires en colère ne se déroulaient que dans ma tête. J'avais trop peur d'offenser qui que ce soit. Même avec les gens qui disaient « Je n'ose pas imaginer », j'avais envie d'exploser. Je pensais « Eh bien, ça doit être agréable de ne pas avoir à le faire. » Mais maintenant, je ne pouvais pas comprendre comment j'avais pu manquer la nuance de la raison pour laquelle cette phrase me laissait si ébranlée. Exister au-delà de l'imagination de quelqu'un, c'est se sentir profondément isolé. Si l'on ne peut être ni imaginé ni vu,
Si l'on se trouve dans une sorte d'élite spirituelle des tragédies cauchemardesques, où cela vous laisse-t-il? Seul. Vers la même époque, un mentor m'a encouragé à pratiquer la gratitude, ce qui m'a semblé franchement offensant. Mais j'ai fini par accepter son défi. Rien d'autre ne fonctionnait de toute façon. Pour faire de ma gratitude une pratique, elle m'a demandé d'aller au chevet de mon fils chaque soir après qu'il se soit endormi et de dire « Merci pour cette vie », pour lui. Au début, j'ai fait semblant. Je sentais mon corps se crisper devant l'invitation à accepter que ce diagnostic et l'avenir qu'il dessinait étaient bel et bien réels. Oui, même moi, je ne voulais pas l'imaginer. Jusqu'à ce que, lentement mais sûrement, je sente mon corps s'adoucir, les larmes couler plus facilement et la résistance à l'exercice diminuer. Quelque chose dans le fait de dire « merci » m'obligeait à me retourner vers ma vie plutôt que de m'en détourner. Et maintenant, j'étais à nouveau là, recevant un message similaire. Que le fait d'éviter la douleur n'était pas une réponse pour survivre au deuil, ou du moins pas une solution qui fonctionnait pour moi. Les gens disaient que ma vie était inimaginable, peut-être insurmontable. Mais peut-être que survivre à ce genre de tristesse consistait à imaginer cette vie, elle aussi comme une vie valant la peine d'être vécue. Il n'était pas facile de voir notre situation sous cet angle, et cela n'a pas été rapide. Mais avec l'aide de ce mentor, j'ai entamé le chemin lent et régulier de retour vers ma douleur et mon chagrin. D'une part, j'ai pratiqué davantage de gratitude pour ma propre vie, en voyant toute la bonté indestructible qui côtoie ce qui est très difficile. Même maintenant, des années plus tard, alors que mon fils est au dernier stade de cette maladie brutale, je le porte jusqu'à son lit, et je vois la façon dont il me regarde avec amour comme un cadeau. Rien ne devient plus facile, mais j'ai plus de facilité à porter ce qui est difficile. Et j'ai changé ma façon de répondre aux autres dans la douleur, en choisissant de les inviter à entrer plutôt que de les repousser. Au lieu de dire « je n'ose pas imaginer », je pourrais glisser un simple « cela semble si difficile » ou offrir la vérité humaine « je ne sais pas quoi dire, mais je suis là avec toi ». J'ai même eu l'énergie d'affronter certaines personnes proches de moi, qui avaient totalement éludé le diagnostic de mon fils, ou avaient simplement cessé d'appeler. Ils avaient tous la même version de l'excuse. Je ne savais tout simplement pas quoi dire. Et pourquoi pas un simple « je t'aime », ai-je répondu. Avec le temps, il m'est apparu plus clairement que mon sentiment d'appartenance et de connexion était directement lié à la gestion de mon chagrin et même à la reconquête de ma joie. Bientôt, j'ai commencé à réagir différemment à ce scénario avec une connaissance au marché. Plutôt que de simplement rassurer les gens bien intentionnés, j'ai essayé de me connecter à eux. Au lieu de rendre le sourire, je les ai encouragés à utiliser leur imagination comme un pont vers moi et ma vie. J'aimerais vraiment que vous essayiez d'imaginer ma douleur, dis-je désormais. Pas parce que notre douleur est la même, mais parce que l'imaginer vous connectera à moi et peut-être même plus profondément à votre propre douleur. Cela provoque généralement un regard stupéfait suivi d'un silence gêné, assez long pour Q, où à chaque fois je dois m'armer de courage avant de recommencer. Mais au bout du compte, cela tend à entamer une conversation où nous pouvons arriver à quelque chose de mieux que de nous retirer sur nos îles séparées de pitié et de douleur. Et pour cela, je suis reconnaissante. Je pense que ma nouvelle réponse est plus aimante et généreuse que les réponses polies que je donnais autrefois. Elle ouvre au lieu de fermer, nous encourageant à nous voir les uns les autres, à imaginer une vie différente de la nôtre. En prime, je repars en me sentant plus connectée à eux, et non moins, et même plus connectée à ma propre douleur. J'ai l'impression d'être à ma place ici, non pas parce que ma douleur est identique à celle de quelqu'un d'autre, non pas parce que c'est une bénédiction, non pas parce que je suis capable de pratiquer la gratitude. Je suis à ma place. Tout le monde laisse. Parce que nous avons tous de la douleur, et se connecter à la douleur des autres est ce qui nous rend plus humains. Et même, oserais-je dire, plus joyeux.